Bien, merci à toi. C'était cool, c'était sympa. T'as eu plein de questions qui sont pour la majorité épinglées. Euh, Wow. Il y a eu 75 réactions. tu peux remonter. Hmm. Alors, attends, je vais regarder dans les messages épinglés. Tiens, je t'envoie le premier si tu veux. C'est le Ouais, premier, je celui veux bien. d'Antoine à 21h15. Tu le trouves dans les messages épinglés? Antoine à 21h15, c'est ça? La myéline est-elle un facteur des personnes un peu trop réactives, tout ça? Tu le vois celui-là? Ouais, je suis à 21h30. Ah oui, 21, voilà. Alors, la myéline est-elle un facteur des personnes un peu trop réactives / actives? En fait, la myéline, ça sert pas. On peut pas dire qu'une personne elle est trop réactive ou quelque chose comme ça. Ça sert vraiment juste à éviter les pertes de courant, en fait, comme tu aurais dans un fil électrique. Et en fait, du coup, à maintenir ce courant tout le long de ton axone pour pas que ça se perde. Et en fait, on en a vraiment beaucoup au niveau des jambes. Parce que comme je t'ai dit, 1 mètre, c'est long. Du coup, il y a des fuites à un moment forcément. Et pour garder un mouvement quand même assez rapide, par exemple quand tu cours, il faut bien que tu aies cette myéline. Et je pense pas du coup que c'est quand tu as trop de myéline, t'es réactif. En fait, la myéline, elle est déjà partout sur le long de ton axone. Et ça reste vraiment quelque chose d'important. Et dans plein de maladies, par exemple Alzheimer et les choses comme ça pose problème. Les Juste, neurotres... Miss, Oui. par rapport à la question, j'ai oublié de préciser, par rapport à ceux qui en ont plus, en particulier. En fait, on n'en a pas plus ou pas. En fait, ça se calcule pas parce qu'en fonction de ton neurone, en fait, c'est des cellules qui sont responsables de la myéline. En fait, elles vont soit s'enrouler autour pour garder comme au chaud ton axone, soit en fait elles vont le synthétiser une petite matière qui va se coller dessus et puis voilà. En fait, c'est donc ça se remplit sur tout le long de ton axone à des endroits très précis. En fait, il y a un espacement entre les deux, c'est ce qu'on appelle le nœud de Ranvier. Et à chaque fois, ça fait myéline, nœud de Ranvier, myéline, nœud de Ranvier. Et en fait, chacun ayant des neurones différents, tu n'as pas la même quantité de myéline, mais tu ne peux pas en avoir. Enfin, si on met tout, on va imaginer que 2 personnes aient le même nombre de neurones, ce qui est très peu improbable, mais qui est probable aussi. Enfin, bref. Elles auront le même nombre de myéline, parce que ça recouvre chaque fois la même densité de ton neurone. Je sais pas si tu m'as compris. Ouais, j'ai compris, merci, ok, je vois. Alors, les neurotransmetteurs mélangés au liquide encéphalique peuvent-elles causer des confusions, voire des lésions? Alors, ça peut pas provoquer des confusions ou des lésions, mais en fait, si par mégarde, une de cellules immunitaires, comme j'expliquais tout à l'heure, qui se retourne contre toi, donc qui crée une maladie, ce qu'on appelle auto-immune, arrive en fait et en fait te dit et va commencer à attaquer ton cerveau. Oui, là, à ce moment-là, si elle se retrouve dans ta soupe chimique, c'est catastrophique. Ah vraiment, genre ça commence en fait à te détériorer ton cerveau. Donc là, oui, ça peut devenir catastrophique. Mais les neurotransmetteurs, c'est des petites protéines, ça peut rien te faire. Alors je dis, c'est une petite protéine, ça peut rien te faire. Mais si vous voulez, une fois, je vous ferai un petit truc aussi sur les prions, qui sont des protéines et qui peuvent te faire très très mal. Mais c'est un autre sujet. Donc j'espère avoir répondu à ta question. Alors, je cherche des questions. Je vais regarder dans les épinglés du coup. Alors, je sais pas si on a répondu à ma question, mais du coup, qu'est-ce qui change entre quelqu'un qui a un QI normal et un QI plus élevé au cerveau? Et du coup, est-ce qu'il y a réellement une différence intellectuelle? En fait, on a fait ce test surtout pour caractériser certaines maladies. En fait, c'est vraiment quelque chose de compliqué et de délicat. Le QI ne détermine pas ton intelligence. On va le dire comme ça. C'est pas parce que tu as un QI plus élevé que tu es plus intelligent. C'est juste que
en fait, on a testé les facultés humaines et on en a créé en fait un test, par exemple, de logique, de rapidité, de mémoire, en fait, à court terme, long terme. Les mémoires, donc on appelle les courts termes, des fois c'est des mémoires de travail, de quelques secondes. Et en fait, tout ça, soi-disant, si on a tout meilleur que tout le monde, c'est encore une course un peu à toujours faire mieux que n'importe qui. On a un QI plus élevé. Mais comme je l'ai dit, personnellement, il y a beaucoup de neurobiologistes qui le pensent aussi. Un QI, ça ne sert à rien et c'est juste pour savoir si tu as autant de facultés qu'un autre humain. Donc déjà, ça se base sur les facultés humaines. Donc si tu fais un test de QI à un singe, par exemple, ça aura pas la même différence. Mais même si tu fais le QI chez par exemple, des autochtones, il y a des ethnies qu'on ne connaît pas et qui refusent tout contact avec notre civilité. Et pour eux, le QI, ça sert à rien. Mais pour survivre, ils ont besoin d'autre chose que le QI. Donc vraiment, ça sert à rien. Ça se fait vers quel âge / tranche d'âge la définition de droitier et gaucher? Et ça dépend des personnes, mon petit Trax. En fait, on pourrait se dire que chez l'homme, on peut plus apprendre à partir d'un certain âge. Sauf que c'est totalement faux. On peut apprendre tout à partir d'un certain âge. Par exemple, si je séquestre un bébé, je vais être horrible sur les termes, si je séquestre un petit bébé et que je lui apprends jamais rien, ni à parler, je lui prononce aucun mot, ni rien, mais que, je sais pas, j'attends qu'il grandisse pendant 10 ans, mais 10 ans après, je décide de lui apprendre à parler, il pourra toujours apprendre à parler. Par contre, chez d'autres espèces, comme chez les oiseaux, ils ont des fois des temps définis. Si au bout de 2 mois, s'ils n'ont pas appris le chant, en fait, ils pourront plus jamais l'apprendre. Chez l'homme, ça n'existe pas. Donc, en fait, à tout moment, tu pourras donc faire la définition droitier-gaucher, et ça dépend vraiment des personnes. Sur ce que tu as dit au début, les écoles mélangent neurosciences et informatique, tu as le nom des écoles. En fait, à ma fac, il y a déjà alors une partie, ils font une licence de chimie et en L2, ils avaient des options donc sur la neurobiologie. Et en fait, après, ils partent sur des masters vraiment de neuro-informatique. Et c'est là que ça devient intéressant. Je connaissais une amie qui travaillait donc sur un jeu de réalité augmentée. Et je connais même quelqu'un qui travaillait à l'INRIA. Donc Antoine, si tu cherches à savoir un peu un labo INRIA pas mal sur tout ce qui est robotique, lui, il travaillait du coup sur des enfants qui avaient un peu de lâchage quand il lâchait tout ce qui était scolaire. Et en fait, il essayait de faire une intelligence artificielle pour en fait repérer ses élèves plus facilement et pouvoir du coup les mettre dans des classes où ils seraient plus suivis et pour éviter de lâcher complètement l'école. J'ai vu une vidéo que je savais fake sur une hypothétique expérience sur le sommeil russe qui consistait à enfermer d'anciens prisonniers dans une pièce avec un gaz qui empêchait de s'endormir. J'en ai entendu parler et en fait, elle a été totalement démontée. En fait, à ce qui paraît, ça c'est un peu une creepypasta. Donc à ce qui paraît, en fait, ils se sont tous mangés entre eux, à part un seul. Et en fait, bien sûr, c'est faux. En fait, on suppose qu'à partir d'un certain temps, il y a des effets psychotiques tellement intenses que c'est irréversible, donc la privation de sommeil. Mais on ne sait pas. Les ondes cérébrales sont-elles liées à l'activité des neurones? Oui, exactement. En fait, à l'activité de plusieurs neurones dans certaines aires. En fait, on étudie ça avec du coup des ondes des petites sondes qu'on pose sur la tête. En fait, c'est une technique qui permet qui est non invasive et qui permet vraiment d'étudier toutes les ondes de ton cerveau. Et en fait, au final, c'est comme ça qu'on détermine donc les ondes. En fait, si elles sont fortes, on va dire ah oui là c'est un moment de lucidité. Ah là si elles sont plus douces, ah il doit dormir. Et en fait, on étudie toutes les régions cérébrales comme ça. Je me permets de redemander combien de temps dure un cycle et de demander quel facteur influe sur le nombre de cycles dont on a besoin. Alors, je vais remonter un peu sur le graphique ici. Donc, on a des cycles de 3 à 6 cycles successifs. En fait, ça dépend de ton niveau de fatigue et ce que tu as fait dans la journée. Si pendant une journée, tu as fait que du sport, et là, tu auras besoin de beaucoup de cycles pour te reposer ton corps,
qui récupère. En fait, ça dépend des nuits. Il y a des fois où on a vraiment sommeil, il y a des fois où on n'a pas sommeil. Donc, quand par exemple vous révisez toute la journée, vous restez assis sur votre chaise, vous ne faites pas une grosse activité physique, vous avez moins besoin de dormir. Et du coup, ça c'est les facteurs qui influent sur le nombre de cycles. Et du coup, ça dure de 90 à 200 minutes, comme je te le disais. Et en fait, ça dépend vraiment de comment tu es. Si tu es un petit dormeur, un moyen dormeur et un gros dormeur. Il faut savoir que, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a tous la même durée de sommeil lent profond qui sert vraiment à la survie. Donc, à éviter qu'on attrape des maladies ou des choses comme ça. Ça permet au système nerveux, enfin, un système immunitaire de se régénérer, des choses comme ça. Est-ce vrai que les heures de sommeil avant la nuit minuit comptent double? C'est faux. Alors même si je t'avoue que l'idée paraît alléchante, c'est totalement faux du coup, parce que au final, en fait, le début de ton sommeil, tout le début, ça sert vraiment à ta survie de l'espèce. Le reste, c'est du sommeil lent, et ça, c'est quand tu fais ta grasse mat, tu fais presque que du sommeil lent, tu fais parfois du sommeil paradoxal, ça dépend ta grasse mat. Mais du coup, en fait, le début de ta nuit est vraiment réservé au repos de ton corps. Donc, on peut pas dire que les heures avant minuit comptent double. En fait, c'est toutes les heures au moment où tu dors, en fait, toutes les premières heures comptent double. Le métabolisme cérébral correspond à l'activité électrochimique du cerveau. Je comprends pas très bien ta question. Si tu parles du métabolisme cérébral, pour moi, je vois la consommation de sucre, par exemple, de la consommation de nutriments. Et du coup, elle est liée forcément à ton activité cérébrale. Il faut savoir que c'est un petit organe, mais qui consomme beaucoup. En fait, il va, du coup, on va vraiment, comment t'expliquer, c'est comme si je disais tout à l'heure, plus tu vas utiliser ton cerveau, plus tu vas avoir besoin d'éléments pour le nourrir. Le sucre, c'est vraiment son aliment préféré. Alors, on va pas se mentir. Le cerveau, il adore les choses vraiment à plaisir rapide, en fait, et le sucre en fait partie. C'est pour ça souvent qu'on dit qu'il y a des addictions au sucre, et vous verrez, vous pouvez essayer de vous passer de sucre pendant une semaine, c'est très très dur. Question, pourquoi dit-on que matière grise est égale à intelligence? Et là, c'est un peu une idée reçue aussi, mais c'est parce que, en fait, la matière grise, je t'ai dit, elle représente tes corps cellulaires de tes neurones. Donc, plus on en a techniquement, plus on aurait de neurones. Mais c'est pas parce qu'on a beaucoup de neurones, comme je l'ai dit, du coup, beaucoup de neurones impliqueraient un gros cerveau. Einstein était très intelligent, il n'avait pas beaucoup de neurones, il avait un très petit cerveau, mais il s'en sortait très bien parce qu'il était très dense. J'espère avoir répondu à ta question. Pourquoi de telles variations d'un individu à l'autre de la longueur du cycle de sommeil? Ouais, c'est totalement différent, mais en fait, il y a certaines personnes qui nécessitent plus de sommeil que d'autres, et les facteurs sont très peu identifiés, les facteurs biologiques. Il y en a, en fait, justement, comme j'ai dit tout à l'heure, il y en a personnes qui vont être beaucoup plus sportifs, qui vont avoir besoin de beaucoup de sommeil. Il y a d'autres personnes qui vont moins avoir besoin de sommeil parce qu'ils vont moins faire d'activités du coup, physiques importantes, et tout ça va être régulé comme ça, et en fait, ça dépend de ton mode de vie surtout. Concrètement, à quoi ça sert le sommeil? Pourquoi est-il aussi important? L'histoire du mec qui ne dort pas depuis décennies est-il possible? Alors ça, j'ai répondu du coup on a ma couche. Pour y répondre, c'est pas du tout vraiment c'est impossible qu'un mec qui ne dort pas pendant 10 minutes, c'est impossible, c'est vital. Tu en as besoin pour ton corps. Ça sert à la régénération du système de tes cellules. Ça sert, par exemple, je vous avais parlé des récepteurs au niveau de la synapse. Donc, c'est là où se fixent vos petits neurotransmetteurs. Tout ça, si vous l'avez pas, ça se régénère un peu pendant la nuit. Donc, ça peut provoquer des choses comme ça. Si tu dors pas, on peut aussi avoir beaucoup de maladies, donc diabète de type 2, cancer, beaucoup de choses sont liées. Je te conseille d'aller faire un petit tour sur le site de l'INSERM. Tu auras beaucoup plus de réponses sur tout ce qu'entraîne une privation de sommeil. Mais du coup, c'est vital. Concernant la question, le sommeil sert-il à quelque chose selon vous? Je dois admettre qu'elle était floue. Je sais pertinemment que le sommeil est vital, mais ce que j'entends en répondant non, c'est que j'estime que si le sommeil pourrait être évité, je l'éviterais.
Ah oui, je comprends, du coup, le sens de la question et en fait, justement, je voulais juste savoir, en fait, s'il y avait des personnes qui pensaient vraiment qu'en fait, c'est pour ça dans notre société, on fait beaucoup de nuits blanches et des choses comme ça, qu'on faisait pas, il y a 50, 60 ans, en fait et on en faisait beaucoup moins, en tout cas et en fait, c'est parce qu'on a changé de mentalité, on a du coup, vraiment, heu du coup, on a changé de mentalité, on est dans un système, voilà, qui nous dit, ouais, le sommeil, ça sert à rien et c'est plutôt de ça dont ma question traitait, mais du coup, je comprends ton point de vue et j'en veux pas aux personnes vraiment qui ont répondu, que le sommeil, ça servait à rien. Je je l'entends, très bien. Enfin, j'entends très bien que le sommeil, est une perte de temps. Si moi aussi, c'était pas vital, je l'éviterais, 100%. Mais malheureusement pour nous, c'est vraiment quelque chose qui sert à notre survie. Moi, j'avais entendu ça un jour. Est-ce qu'une maladie peut nous empêcher de dormir? Oui, en fait, ça s'appelle les insomnies chroniques. Du coup, c'est quand tes gènes de l'horloge, ils ont du mal à se mettre en place. Et du coup, quand t'améliores pas ça, quand tu vas sur ton téléphone ou des choses comme ça peut empirer toutes ces maladies. Et en fait, ça nous empêche de dormir. Mais à un moment, ton cerveau, il tombera quand même de fatigue. C'est quoi l'origine des insomnies? Et ben justement, ça peut être des facteurs externes, comme par exemple la lumière des écrans, le café, les boissons énergisantes. En fait, tout ça, ça peut venir d'une insomnie. Le fait de trop penser aussi, en fait, tant qu'on n'arrive pas à se dissocier d'un certain stimulus, ce qui soit audio, visuel, en fait, on ne peut pas s'endormir. Par exemple, je sais pas si vous avez entendu parler des tortures chinoises où en fait on vous met une petite goutte sur le front qui tombe en permanence. Et en fait, le fait qu'on vous stimule en permanence à cet endroit, déjà c'est très agaçant et en fait vous pouvez pas dormir. Donc ça c'est une torture qui est connue et qui est utilisée. En fait, on vous met un stimulus en permanence. Par exemple, quand vous entendez goûter votre évier, et vous vous dites dans votre vie, oh, faut que j'aille l'éteindre. Et en fait, vous vous concentrez dessus. Et en fait, vous pouvez pas dormir tant que c'est pas éteint. Et donc ça peut être l'origine des insomnies. Et il y a des personnes qui sont plus sensibles à ça que d'autres. Question. Comment le rythme jour-nuit est perçu par les aveugles? Eh ben, en fait, ils peuvent pas le percevoir et du coup, ils se basent sur autre chose. En fait, comme je te l'ai dit, le cerveau, c'est vraiment quelque chose de dynamique et en fait, à un moment, il va se permettre de prendre autre chose comme la température corporelle. En fait, on va s'endormir à une température haute et pendant que le corps du coup se met en sommeil, vu qu'on a un métabolisme réduit, on a une diminution de tout ce qui est du coup donc on a une diminution de la température et en fait je pense que chez les aveugles ils doivent se baser sur la température. Il y a plein d'autres cycles internes du coup pour le coup où ils vont pouvoir se baser. En fait, où ils peuvent carrément se mettre des routines, comme j'ai parlé, pour mieux dormir. Mais on s'adapte très bien à ce genre de choses. C'est pareil que Michel Cifre, du coup, qui est resté bloqué dans le noir, mais pourtant a eu des journées tout à fait normales. Question, à un moment tu parlais de lire dans les pensées, y a-t-il une dimension morale qui s'intéresse à cela ou c'est un peu la one again? Alors pour l'instant c'est des très grosses études qui n'ont pas abouti, mais bien sûr que ce sera régulé. Par exemple regarde le clonage, CRISPR-Cas9 qui est une technologie super intéressante qui permet de modifier l'ADN à ton bon vouloir. Bien sûr que c'est régulé, hein, on ne pourra pas sûrement l'utiliser contre des humains, on ne pourra pas faire ce qu'on veut, mais c'est toujours intéressant de savoir comment fonctionne le cerveau à ce niveau-là. Alors, je vais regarder si j'ai d'autres questions. Est-ce que j'en ai fini avec les questions? Que quelqu'un peut m'aider? Bon, il y a Lou qui vient de poser à l'instant une question, donc Ah, alors il faut que je on descende. n'a pas fini. Tu dis que les stimulus peuvent empêcher de dormir, mais c'est étrange. J'ai l'impression que le brouhaha permet des fois à certaines personnes de s'endormir. Tu as une idée de pourquoi? Ben, en fait, il y a certaines personnes qui sont moins sensibles que d'autres, mais en fait, à un moment, ton cerveau, il va se couper et en fait, il va vraiment se détacher en fait de ces stimulus. Mais c'est vraiment si tu as un stimulus insistant, par exemple, là je te parle de la goutte qui te tombe permanence dessus, je t'assure que même chez des personnes qui aiment bien le brouhaha,
c'est super difficile. Mais pourquoi on ne fait pas un électroencéphalogramme sur les chats et chiens et d'autres animaux mignons pour savoir s'ils rêvent? Mais en fait, ce que je t'ai dit, Trax, ça marche pour déterminer le sommeil paradoxal et le sommeil lent. Chez l'humain, on a déterminé que le sommeil paradoxal, on avait les rêves, parce qu'on a réveillé les personnes pendant cette phase de sommeil. Mais on en a aussi pendant le sommeil lent. Mais du coup, on peut pas savoir quand, parce que c'est les mêmes ondes cérébrales. Donc, on ne pourra jamais savoir si les animaux rêvent. En fait, parce qu'on peut pas le réveiller et lui dire en fait, t'as rêvé Non, ça ne marche pas comme ça. Le sommeil joue sur la concentration, oui, bien sûr. Du coup, sur la concentration, la mémoire, plein de choses. Dans la voiture, c'est le même système. Oui, tu peux t'endormir dans la voiture. Ça arrive souvent quand t'es très fatigué. En fait, ton cerveau, il est tellement fatigué qu'il peut s'endormir. Ça, c'est quand t'as fait des privations de sommeil assez lourdes sur ton cerveau et que t'es très fatigué. Et après une dure journée, tu pouvais du coup t'endormir. Oui, je sais, c'est triste. Moi aussi, je suis déçue. J'aimerais bien savoir ce que mon chat fait. À chaque fois, j'ai l'impression qu'il fait des cauchemars. En plus, c'est trop triste. Mais non, on pourra jamais savoir. D'autres questions? Alors, en fait, on ne stocke pas un stimulus. La mise en mémoire, c'est un peu compliqué. En fait, c'est ce que je t'expliquais. Quand tu apprends une nouvelle information, tu as une nouvelle connexion à un neurone qui se forme. Pour retenir cette information, tu dois répéter le chemin d'un neurone, en fait. Donc, tu le répètes et tu le répètes. Ça renforce, en fait, ce chemin. En fait, comme je t'ai expliqué, c'est une fonction dynamique. En fait, il y a des informations que tu as pu t'en servir. Du coup, la connexion va s'effacer au fur et à mesure du temps. Et en fait, elle va recréer une autre synapse ailleurs. Et en fait, si tu gardes plus si t'en as besoin pendant 5 secondes, après, hop, c'est ciao, elle s'en va. Mais si t'en as besoin plus longtemps, il va falloir le revoir, le revoir et le revoir. C'est pour ça qu'on vous dit de réviser plusieurs fois pour le retenir. Ouais, c'est un peu comme du ping-pong, quoi. Ils s'envoient la balle, ils font poup, poup. Et puis, c'est vraiment quelque chose de très dynamique. Il faut pas voir ça comme figé. C'est très, très dynamique. Est-ce qu'il y a d'autres questions, mes petits loulous? Est-ce possible à la suite d'un accident que des personnes ne puissent plus ressentir X ou Y émotions, comme la joie ou la colère? Quelle est la différence entre sentiment et émotion? Et là, c'est très compliqué. Et là aussi, on rentre dans des choses très compliquées. L'émotion, je pense que si la personne, on lui détruit carrément la partie du coup responsable de l'émotion, donc tout ce qui est temporal, là oui clairement elle pourra ne plus ressentir d'émotion, mais encore là c'est un peu c'est très compliqué hein, parce que le cerveau est doué d'une plasticité cérébrale. Je vous en ferai un petit exposé, j'ai vu que Loukoum elle a dit que elle aimerait bien ça, donc je vais voir pour faire un petit exposé là-dessus parce que c'est vachement intéressant. Par exemple, les gens qui ont perdu des doigts, ils réutilisent en fait l'air du doigt en question. Ils vont pas le laisser vide. Et en fait, du coup, pour les sentiments, c'est encore autre chose. On se demande si c'est plus lié du coup à la soupe chimique, comme j'en parlais. Et voilà, humeur, voilà, aussi lié à tout ce qui est soupe chimique. Hein. L'humeur, typiquement, vraiment ça, je suis 100% sûre que c'est lié à la soupe chimique. Mais sentiments, du coup, je connais pas trop. Émotion et humeur, ça, oui. Mes sentiments, je pourrais pas vraiment te répondre à ta question. Mais si, tu es mon petit Trax, c'est trop tard maintenant. Oui, promis, Loukoum, je ferai. Ouais, mon grand petit Trax, ça te va comme ça?